Bonsoir, Mediapart Live continue et en attendant de recevoir le ministre François de Rugy, nous voulions nous intéresser au concept de nature. Est-ce qu'il y a encore des limites à l'emprise humaine sur le monde? Pour en parler avec nous, nous recevons Virginie Maris. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de La part sauvage du monde, qui est un ouvrage paru au Seuil cette année. Un ouvrage très intéressant. Et je voulais vous poser une première question sur cette idée de sixième extinction de masse dont on parle, puisque à l'approche de la COP24, maintenant les gens sont assez bien sensibilisés au fait qu'il y a un réchauffement, un dérèglement climatique très grave. En revanche, on entend peut-être un peu moins des informations sur la réduction drastique de la biodiversité. Est-ce qu'il y a quelques chiffres un peu forts, un peu clés qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent à ce propos ? Malheureusement, les chiffres sont nombreux. Alors, il y a un indice qui a été publié au début du mois de novembre par le WWF, qui est l'indice Planète Vivante, par exemple, et qui évalue à travers le temps le nombre d'individus de vertébrés sauvages terrestres. Donc, en gros, les grosses bêtes, les oiseaux terrestres, ça compte aussi les oiseaux, les mammifères. Et en nombre d'individus, donc on ne parle pas en espèces, mais en nombre d'individus sauvages, les populations auraient chuté de 60% en 40 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais pour ceux d'entre nous qui ont 40 ans ou plus, ça veut dire que depuis qu'on est né, il y a 6 animaux sur 10 en moins dans le monde sauvage. Alors ça, c'est un chiffre qui parle beaucoup, qui concerne la quantité, si vous voulez, d'êtres vivants sauvages. En ce qui concerne leur qualité, entre guillemets, et en particulier la diversité de ces vivants. C'est-à-dire les espèces qui... Voilà, on est, et c'est ça qui fait parler de 6e épisode d'extinction de masse, on est dans une crise d'extinction sans précédent de l'histoire de l'humanité, c'est certain, et peut-être même de l'histoire de la vie sur Terre, où, alors c'est des évaluations qui sont extrêmement difficiles à faire, et du coup on a des estimations avec des incertitudes incroyables, mais ça donne tout de même une idée de la grandeur, de l'ampleur du phénomène. On aurait entre 100 et 1000 fois plus d'extinction que ce qui se passe en routine, que ce qui se passe en dehors. Par rapport à un régime normal, en quelque sorte. Voilà, de colonisation-extinction, ça fait partie de la vie, de l'évolution. Toutes les espèces, 99% des espèces se sont éteintes dans l'histoire de la vie. Mais là, c'est à des taux d'extinction qui ne sont absolument pas compensés par le renouvellement, par la spéciation, et qui sont inédits et qui nous ramènent, par exemple, à des épisodes comme la crise Crétacé-Tertiaire. Donc là, on est à 65 millions d'années. La disparition des dinosaures. La disparition des dinosaures qui se déroule sur des centaines de milliers d'années. Donc là, on parle en... Donc vous nous dites en quelques dizaines d'années ou quelques siècles, plutôt, on est en train de vivre ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années sur des centaines de milliers d'années. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Si ça n'était que mon imagination, ça pourrait peut-être faire un bon livre, mais c'est ce que prouvent maintenant les relevés scientifiques. D'accord. Une autre question à poser par rapport à cela, est-ce que justement le combat contre cette 6e extinction de masse et le combat contre le dérèglement climatique, est-ce qu'ils sont forcément jumeaux ? Est-ce qu'ils vont de pair ou est-ce qu'il peut y avoir une concurrence entre ces deux objectifs ? C'est une très bonne question et je fais partie de celles et ceux qui insistent pour qu'on la pose et surtout pour qu'on ne découple pas. La première réponse, c'est qu'ils peuvent être en concurrence. Et ils le sont actuellement. Si on essaye, par exemple, de réduire les gaz à effet de serre sans aucune considération pour les milieux sauvages, eh bien, on peut être amené à multiplier des projets gigantesques de barrages hydrauliques, de fermes éoliennes, de fermes solaires. Autant de projets qui ont un impact sur le monde naturel, un impact sur les milieux et un impact sur les espèces phénoménal. On les prive d'espace. On les prive d'espace, voire dans le cas des éoliennes, on contrevient directement à leur survie avec des impacts sur les chauves-souris, sur les oiseaux, etc. Alors, il ne s'agit pas de monter un dossier contre l'autre, mais vraiment d'inviter à penser
le problème des réchauffements climatiques et le problème de la biodiversité comme les deux facettes d'un même problème et pas simplement comme des enjeux sectoriels qui pourraient être traités indépendamment les uns des autres. Et ce problème essentiel, c'est un certain rapport au monde, un certain rapport à la nature et un certain régime de consommation et d'habitation du monde, j'ai envie de dire. Alors, par rapport à cette idée d'habitation du monde, vous publiez donc ce livre, La part sauvage du monde, dans une collection qui s'appelle Anthropocène. L'Anthropocène, c'est le nom qui est popularisé depuis quelques années et qui désigne, en gros, le fait que l'humanité, l'espèce humaine, serait devenue une force géologique à elle toute seule, donc capable de nous faire passer d'un régime à un autre. Et vous critiquez cette grille de lecture dans l'Anthropocène. Pourquoi ? D'abord parce que c'est toujours plaisant de critiquer un concept quand il est très à la mode. On se dit que le succès a toujours quelque chose de louche. Ensuite parce que, si vous voulez, il y a plusieurs façons de... Alors, Anthropocène, c'est un mot. Hein. Anthropo, l'humain, scène, période. C'est un mot et de quoi est-ce le mot ? Alors, il a été présenté plutôt comme un concept scientifique. Il a été présenté par des scientifiques, à des scientifiques, en l'occurrence par des chimistes, des climatologues, à des géologues, pour que ceux-ci statuent sur la réalité d'un nouvel âge de la Terre, mais un nouvel âge de la Terre dans leur grille de lecture, de stratigraphe en l'occurrence, à savoir est-ce qu'on a vraiment à un moment une couche, soit dans la roche, on fait une calotte de glace par exemple, et on veut qu'à un moment on ait un truc délimité qui montre qu'il y a un changement d'ordre géologique. Parce que si on n'est pas dans l'Anthropocène, là on serait dans quoi ? Dans l'Holocène. Dans l'Holocène, d'accord. On serait dans l'Holocène. Ça veut dire qu'on passe à une autre période. Et ça, comment on le repère ? Alors, en plus, cette question, on pourrait la détailler pour savoir si finalement l'Anthropocène serait la suite, une période qui suit l'Holocène, ou serait carrément une nouvelle ère. Enfin, on peut détailler les problèmes de ce point de vue scientifique. Alors, moi, de ce point de vue scientifique, justement, je ne suis ni chimiste, ni climatologue, ni stratigraphe. Je pense que c'est très bien que ces débats ont lieu. En général, les commissions de stratigraphie mettent une centaine d'années pour se mettre d'accord. Donc, finalement, ça ne pose pas tant de problèmes que plein de débats scientifiques. Néanmoins, derrière cette question de la validation comme concept scientifique de quelque chose comme l'Anthropocène, se jouent éventuellement d'autres choses. Et je voudrais mentionner deux autres façons de considérer ce mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Ce mot, c'est peut-être aussi un grand récit. En fait, ça y est, on n'a plus de grandes idéologies, maintenant on a des grandes périodes géologiques. L'être humain s'est hissé à la hauteur des forces géologiques. Il est plus simplement un agent politico-historico-social. Il n'est plus non plus seulement un agent biologique, ce qu'il a toujours été, en transformant ses milieux, en étant influencé par eux. Il devient carrément une force géologique et c'est un peu une sorte de récit prométhéen. On s'érige nous-mêmes comme les créateur du monde dans lequel on vit. Alors ce récit, si vous voulez, symboliquement, pour moi, il n'est absolument pas satisfaisant et c'est plutôt un récit de l'humilité et du retrait progressif de notre influence qui me stimule et que j'envisage comme horizon. Et il est aussi, au-delà de cette dimension de grand récit, potentiellement une forme d'idéologie. Car qu'est-ce que fait l'Anthropocène finalement ? Qu'est-ce que fait ce mot ? Eh bien, il naturalise et il relègue au débat scientifique, à d'obscurs débats entre stratigraphes, des questions qui sont éminemment historiques et politiques. Et là, on voit ces questions apparaître, par exemple, dans les différentes hypothèses sur la naissance de l'Anthropocène. Quand est-ce que commence l'Anthropocène ? Est-ce qu'il commence avec la colonisation de l'Amérique ? Et là, c'est l'Empire, l'impérialisme, l'Empire britannique qui deviennent finalement les acteurs de cette catastrophe en cours. Est-ce qu'il advient avec la globalisation, le marché mondial, donc la grande accélération ? Et là, finalement, c'est un certain régime économique et géopolitique qui devient le moteur du changement. Alors, derrière ces différentes hypothèses,
la maîtrise de l'atome, la grande accélération. Derrière ces hypothèses se cachent autant de récits qui ne sont pas des récits géologiques, qui sont vraiment des histoires et des politiques, des rapports de force, des rapports de domination, et il ne faudrait pas qu'ils soient éludés par un terme comme celui-ci. Je comprends. Par rapport à la protection de la nature, vous dites dans votre livre, vous assumez le fait que la nature doit, en tout cas qu'il y a une part de la nature, la part sauvage, qui donne le titre au livre, qui doit garder une sorte d'altérité. Donc il y a une forme de... l'humanité devrait préserver cette part sauvage. Il y a des tentatives en cours de la préserver, notamment celle qui consiste à donner un prix à la nature et au service qu'elle rend à l'humanité. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi ce type d'initiative ne vous convient pas? C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, je crois. Alors, en tout cas, je pense que ce n'est pas une tentative suffisante. Pour cette part sauvage de la nature, la façon dont je définis la nature, c'est justement par cette part sauvage. Donc, je dirais, on n'a pas tellement besoin de la préserver. Elle est là. La nature irréductiblement se trouve récalcitrante à nos projets de contrôle, de maîtrise, d'asservissement, d'absorption. Ce caractère récalcitrant, cette résistance de la nature à nos délires de contrôle, soit on l'accueille, on le respecte et on en fait une des modalités de notre rapport au monde. C'est à mon avis une voie intéressante et c'est pas une voie nouvelle dans l'histoire de l'humanité et des civilisations. Soit on s'en offusque, on se met en colère et on dit non, c'est nous les plus forts et on reprojette et on requalifie sans cesse cette espèce de grand fantasme de domination. Alors, la marchandisation, ou en réalité, c'est jamais une marchandisation à proprement parler, mais cette requalification des problèmes environnementaux dans des termes strictement économiques, c'est un petit peu ça. C'est l'enfant qui se fâche en se disant, mais finalement, ça rentre pas dans mon cadre conceptuel, je suis pas content avec ça, et je vais requalifier, je vais renommer le monde. Alors, j'aurai plus de la nature, j'aurai un capital naturel, j'aurai plus des fonctions, j'aurai des services écosystémiques. Et il y a quelque chose qui est vain scientifiquement, qui ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas de base méthodologique qui permette de faire quelque chose comme ça, et qui, à mon avis, psychologiquement, est un petit peu perdu d'avance. Je comprends ce que vous dites sur ce délire, quelque part, prométhéen de maîtrise à tout prix de la nature. Néanmoins, vu qu'il y a une tendance des hommes, ou en tout cas d'un certain système social, à étouffer les espaces qui restent à cette paire sauvage du monde, j'allais dire, il faut bien faire quelque chose. Donc, quelle serait la bonne modalité, selon vous, la modalité concrète, acceptable, pour préserver cette part sauvage du monde? Il faut bien une dose de volontarisme, quoi. Ça ne se fera pas tout seul. Tout à fait. Alors, la part sauvage du monde, là, on est à Paris, on se promène, on voit partout que ça fissure, ça craquelle, elle est en nous, elle est dans nos villes. Néanmoins, là où elle s'exprime pleinement, c'est justement là où elle n'est pas dans nos radars. Et on a encore aujourd'hui, sur Terre, des vastes espaces qui sont très peu influencés par les êtres humains. On peut le quantifier, ça ? Alors, ça dépend comment on les définit. Si on essayait de les définir comme absolument indemnes de toute espèce d'influence humaine, alors on n'en a plus, ne serait-ce que par les effets du réchauffement climatique. Néanmoins, on a d'autres indicateurs, alors la densité, le nombre d'êtres humains au kilomètre carré, ou l'intensité du réseau de transport, ou encore le taux d'endémisme, le nombre d'espèces natives versus des espèces qui seraient introduites. Bref, il y a différents indicateurs, et la taille, parce qu'en fait, du sauvage, il faut que ce soit gros. C'est un peu bête, mais c'est vrai qu'on aura beau laisser une friche de 5 mètres par 5 mètres au fond du jardin, il n'y aura jamais de grands prédateurs qui viendront s'y installer. Alors, quand on a plusieurs calculs, on a plusieurs évaluations, et on peut dire qu'on a entre 14 et 30% du territoire à l'échelle globale qui pourrait être qualifié de sauvage, on dirait de wilderness, une nature sauvage. C'est pas rien. Donc la réponse à votre question, c'est que la première chose à faire, c'est sécuriser ces 15 ou 30%-là. Et ça passe par des dispositifs juridiques Alors, ça passe déjà par le respect des dispositifs déjà en place. On a quand même tout un réseau d'aires protégées
à travers le monde, qui a vocation à s'étendre, parce qu'il y a des objectifs, on sait qu'ils ne seront pas atteints, mais ils peuvent être plus ou moins pas atteints. Et donc, il y a des objectifs dans le cadre des conventions internationales de protection de 10% du territoire. Donc, continuer à protéger. Et les assauts aujourd'hui sur ces milieux-là, ils sont très clairs, ils sont les mêmes partout. C'est des assauts sur les ressources, c'est-à-dire des mines. On a le projet Montagne d'Or, par exemple, en Guyane, des explorations pétrolières essentielles, et puis de la forêt, du bois. Donc, on a vraiment si vous voulez, des menaces très claires, assez facilement identifiables, sur les reliquats de nature sauvage. Et moi, j'ai tendance à penser que si on n'est pas capable, au niveau de la communauté internationale, et nous aussi, en tant qu'individus, au niveau de nos modes de vie, si on n'est pas capable de sécuriser ce petit 10%, oui, il continuera, la nature va survivre à l'humanité, etc. Mais je pense que c'est quand même ce serait bien dommage et bien triste